ressources, la communauté, les règles. Dans l'histoire un peu de l'étude des communs, parce que les communs ça existe depuis des temps immémoriaux, il y a aussi le fameux exemple des forêts communales. Hein, voilà, des forêts en commun comme ça. Les forêts communales, c'était donc c'est pas dans le domaine communal, je crois, exactement. C'était des forêts qui n'appartenaient à personne, qui n'appartenaient même pas aux seigneurs, aux chefs de village, tout ça. Et où chacun et chacune pouvait amener les bêtes, aller prendre du petit bois pour se chauffer, etc., dans les temps médiévaux, par exemple. Voilà, sauf que, bah voilà, et en plus on le fait, hein, parce que ça mange les jeunes pousses qui permettent aux arbres de grandir, ça fait, voilà, ça nettoie la forêt, tout ça. Le truc, c'est, encore une fois, comment on fait pour gérer ça ensemble, parce que si tout le monde emmène ses bêtes, à un moment donné, il n'y a plus rien à bouffer, si tout le monde va chercher du bois en même temps, ou si je prends tout le bois pour me faire une très très grosse réserve pour moi, voilà, comment je gère ça. Donc ça fait un moment, et c'est l'étudier. Je suis désolé, je fais la partie chiante. T'as le droit, vas-y, te gêne pas. Bon, il y avait aussi le four à pain, on voit au centre du village, où les gens venaient cuire le pain qu'ils avaient préparé chez eux. Il y avait le pré communal en effet, il y avait, enfin, voilà. Ça existe depuis très longtemps. Exactement. Du coup, ça a été étudié, et la théorie qui faisait rage jusqu'à... Alors là, on ne fait pas les dates, en fait, je suis désolé. Jusqu'à Eleanor Holmstrom, on en parlera ensuite, Eleanor, Madame Holmstrom, c'est la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'en fait, une organisation autogérée, un peu comme ça en commun, eh bien, la ressource étant souvent finie, hein, un pré, l'herbe ne repousse pas toute seule, enfin, il faut lui laisser le temps de repousser. Donc si on met toutes ces bêtes sur le pré, on va épuiser le pré et ça va devenir une terre déserte. Voilà. Donc c'est la fameuse tragédie des communs, c'est que tout le monde va vouloir s'accaparer la ressource, et à vouloir s'accaparer la ressource avec égoïsme, parce que l'humain serait fondamentalement égoïste. Non mais c'est ça la tragédie des communs, hein. Voilà, c'est les fondamentaux qu'il y a derrière. Et bien, du coup, la ressource serait épuisée, c'est la fameuse tragédie. Et puis arrive Eleanor Holmstrom, qui a reçu un fucking prix Nobel d'économie pour ça. Alors c'est pas un prix Nobel d'économie, c'est parce que voilà, c'est pas le prix Nobel, mais c'est la médaille de Suède de l'économie, c'est l'équivalent du prix Nobel. Pour ça, qui a, elle, fait un travail alors, de sociologie, d'économie, d'anthropologie, de statistique, c'est un travail énorme, et qui a déboîté la tragédie des communs, qui a dit non, les communs, ça peut marcher, regardez, il y a tout un tas d'exemples, dont ce fameux système d'irrigation dont je vous ai parlé, si, et ça, elle a établi tout un tas de petites règles par l'exemple, si, en fait, à un moment donné, les règles sont établies vraiment par la communauté, pas par un qui dit pour tous, oui, et si les règles sont facilement accessibles, facilement modulables pour la communauté, par la communauté. Ça veut dire typiquement, écoute, on a dit que tu irrigues à 15h, que j'irrigue à 17h, mais à un moment donné, ça marche pas, parce qu'en fait, toi ça t'arrange pas, moi ça m'arrange pas, tiens, pourquoi on ne pourrait pas switcher? Voilà, on a un accès aux règles, on les modifie, top là, on a modifié les règles et on a avancé. Ça, c'est très très résumé le travail d'Eleanor Holmstrom. Alors nous, moi j'ai fait partie, alors je suis plus actif au sein du collectif Savoir Commun, mais surtout on connaît bien le milieu du logiciel et de la culture libre. Voilà. Et donc, voilà, le logiciel libre, est-ce que ça te parle quand je te parle de ressources, de règles et de communautés qui gèrent ces règles? Oui, on est en plein dedans, de toute façon. On crée des ressources, des logiciels qui vont être utilisables par la communauté, qui travaillent en commun pour produire ces ressources, qui se partagent le travail. Et puis derrière, il y a forcément des règles qui s'installent, forcément. Et sur qui, par exemple, a le droit de... Alors, on va parler un peu technique, mais qui a le droit de communiquer, c'est-à-dire qui a le droit, le dernier mot, en fait, pour valider une modification. Et puis ça discute beaucoup dans la communauté du logiciel libre. Et ben, le logiciel libre est le commun le plus connu, évidemment, par les encyclopédies collaboratives, c'est Wiki. Et donc, partant de là, Wikipédia. Oui, parce que Wikipédia, c'est un exemple formidable. Typiquement, Wikipédia, il y a
Par exemple, dans une encyclopédie, si on fait un article sur Pouillou, voilà, bonjour, imaginons, je fais un article et je dis Pouillou est une personne formidable, qui est un excellent auteur qui n'est pas assez reconnu. Alors, voilà, je me la pète. C'est toi qui l'as écrite celle-là. Oui, évidemment, c'est moi qui ai écrit ça. Alors dans Wikipédia, ça s'appelle de l'autopromotion. Si c'est toi qui l'écris et que tu dis que tu es formidable, ça s'appelle de l'autopromotion. Et justement, ça contredit les règles de Wikipédia. Voilà, donc ils se sont établis des règles parce qu'ils veulent avoir une encyclopédie avec une certaine objectivité. Si je commence à dire que, alors on va faire une théorie, j'essaie de faire une théorie hyper foireuse. Il y en a, ça existe. Que Cthulhu est une divinité bienveillante. Voilà, dans l'article de Cthulhu, je veux dire c'est une divinité bienveillante, etc. En même temps, j'ai passé la soirée avec lui, il n'est pas si méchant que ça. Hein. Ah ouais? Il sent un peu de poisson quand même. Ouais, un petit peu. Mais bon, là, ça s'appelle un point de vue, en fait. C'est-à-dire que je vais accéder, alors que y a beaucoup de livres qui expliquent que Cthulhu est une créature assez malveillante, notamment envers les humains. D'accord? Donc, mine de rien, ça s'appelle un point de vue. Et ça, chez Wikipédia, là aussi, il y a des règles là-dessus. C'est-à-dire qu'on va exposer les divers points de vue qui existent, qui sont reconnus, on va pas de source d'ailleurs, voilà, mais en essayant de aussi dire, voilà, le point de vue général, c'est ça, un point de vue plutôt alternatif, plutôt minoritaire, va être ceci. Et en disant d'où il vient. C'est ça, et ça c'est une autre règle, tiens, on va l'expliquer là. Ah oui, alors évidemment, la règle c'est une encyclopédie. Wikipédia, pardon, si je ne le pas, ce serait mieux. C'est une encyclopédie, et donc quand on parle de quelque chose, il faut prouver que ce dont on parle a été largement étudié par quelqu'un, par plusieurs personnes de référence d'ailleurs. Et donc il faut impérativement citer ses sources. Parce que si jamais on exprime un point de vue dans Wikipédia sans citer ses sources, ça devient le point de vue de l'auteur. Et donc on n'est plus dans l'objectif. Et du coup, Wikipédia a même distingué dans les règles communes les sources primaires, secondaires, tertiaires. Encore une fois, là, je reprends un article sur moi, sur ma gueule, Pouillou. Non mais, voilà. Si on dit, voilà, Pouillou est un être formidable, parce que, une source, c'est dit sur le site pouillou.com, qui est fait par ma gueule, en fait, je suis juste en train de me sourcer moi-même, enfin voilà, source primaire, c'est-à-dire la personne ou intéressée, ou la communauté, ou le machin intéressé par l'article, c'est pas la source la plus fiable. Voilà, parce que je mets ce que je veux sur mon site. D'ailleurs, il y a une règle dans Wikipédia qui dit que les articles, on ne fait pas d'articles sur une personnalité qui n'a été connue que via Internet. Voilà. Parce que justement, on pourrait tout de suite avoir des biais, puisque ce sont les gens d'Internet qui écrivent des articles sur d'autres gens d'Internet. On pourrait avoir des copinages, des choses comme ça, donc la règle est claire. Si la personne est connue, ok, mais si elle n'est connue que via Internet, alors normalement, elle n'a pas sa place dans Wikipédia. Du coup, je reviens sur la source primaire, elle n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui est acceptable? Les sources secondaires, c'est les sources journalistiques. Dans le travail journalistique, il y a déjà le fait d'avoir eu 2 ou 3 sources d'information avant de publier l'information telle qu'elle. Donc, c'est un travail, quand il y a une carte de presse et tout ça, avec la déontologie journalistique, qui est plus fiable. Je suis pas le seul à la fouiller. Oui. Et les sources tertiaires qui sont encore plus fiables, parce que là, c'est les travaux de recherche universitaire publiés. Donc là, il y a quelque chose d'encore plus fiable parce que il y a toute la démarche scientifique qui a été derrière. Donc voilà, et on va traiter les informations selon ce truc-là. Et si je ne suis pas d'accord, parce que merde, Wikipédia, c'est l'encyclopédie d'Internet. Ouais. Donc si je ne suis pas d'accord en me disant, mais pourquoi des gens qui ne sont que sur Internet ne pourraient pas, à un moment donné, avoir leur place sur Wikipédia? Si j'ai envie d'enclencher, de dire, attendez, on a décidé ça, il y a des années, mais peut-être qu'il serait temps de faire une mise à jour. Qu'est-ce que je fais? Et bien justement, tu demandes à ce que les règles soient modifiées. Tu proposes une modification de la règle pour l'outil commun qui est Wikipédia. Voilà, et donc là, il y a un outil de discussion à l'intérieur de Wikipédia, et on va, à un moment donné, gérer la discussion et tout ça. Si j'arrive, je n'ai jamais participé à Wikipédia, ça se voit sur mon compte, mon historique, et que j'arrive et que je dis, attendez, on va tout changer, j'ai beaucoup mieux, clairement, ma voix va avoir moins de poids. J'ai moins participé à la ressource commune, moins participé à la gestion de la ressource commune. Eh bien, dans les règles de Wikipédia, c'est ouais, ok, on entend ce que tu dis, ça peut être valide, mais à un moment donné, montre-nous ta participation, montre-nous ton travail, et tes arguments auront plus de corps.
Parce que sinon, qui nous dit que tu veux pas juste faire de l'entrisme et en fait arriver et tout changer pour ton petit ego personnel. Voilà. Donc voilà, et plus tu peux avoir participé, et plus finalement tu as avoir de quoi. On est d'accord ou pas d'accord, mais encore une fois, ça aussi, c'est une règle qui se discute et qui se change. Mais alors, ça marche ce truc-là? Wikipédia, c'est un truc qui fonctionne? Enfin, je sais pas, c'est peu connu. Hein. C'est pour ça qu'on a fait de la pub, c'est des petits, donc voilà, on s'est des idées et tout ça. Le 6e site le plus visité au monde. Ouais, je crois, c'est pas le premier. Ah, pardon, non, on n'en parle pas. C'est dans une autre conférence. Ouais, c'est Google. C'est Google. Non, mais oui, on va pas faire comme si ça n'existait pas, on essaie de proposer des alternatives à ce qu'ils font. Donc voilà à peu près, je pense qu'on a bien posé les bases des communs. Est-ce que ça vous tente d'essayer d'expérimenter, de faire cette conférence en commun? Ben, allons-y. Cette conférence, c'est le temps, oui. Ouais, alors non, tu parles dans le micro, la règle de la conférence, c'est de parler dans le micro. Alors, je propose de changer des règles et que les animateurs ne soient pas debout sur la scène. Ok, et ça veut dire, et tu proposes quoi du coup? À part le pas debout. Ok. Voilà, mais, je sais pas si on va être dans la caméra là. Ouais, là, si, je crois que ça... Assez pas là. Voilà. Non mais, cette conférence... des choses pas comme les autres. Hein. Bah ouais, on est bien. Non mais non, on va pas dérégler le truc, il y a des confs après nous, on va pas dérégler le truc. Alors... Ils nous verront pas, mais ils nous entendront, c'est le principal. Attends, si on imagine cette conférence comme un commun, ok. C'est quoi la ressource? C'est le temps d'échange que nous avons ensemble et l'expression. Le temps d'expression. On est d'accord là-dessus? Est-ce qu'il y a une objection à ça? C'est bon? Ok, c'est bon. La communauté, c'est nous et les personnes qui vont arriver. On a mis dans la communauté toute personne qui va arriver au cours de la conférence. Il y a une objection à ça? C'est bon? Ok. Et les règles, alors moi je vais établir des règles techniques, c'est que la prise de parole se fait dans le champ et dans le micro, parce qu'on a envie de documenter ça, donc ce sera sur internet, sachez-le. Est-ce qu'il y a une objection à ça, sachant que c'est quand même une contrainte technique? C'est pour ça que je pense qu'elle a un poids, cette règle-là. Comment est-ce qu'on prend la parole du coup? Tiens, comment est-ce qu'on prend la parole? Faisons une règle. La parole demandée est acceptée après chaque prise de parole. Donc là, tu n'as que le parole, par exemple. Alors, il faut parler plus près. Et il faut parler plus près, il faut venir. Faut venir voir la caméra. Faut venir voir la caméra. C'est contraint. La loi n'a pas encore été adoptée, donc forcément, je me demandais si elle était déjà en vigueur. Mais justement, on doit expérimenter pour pouvoir faire des règles, non? Ça vous a l'air de bien marcher ou pas? Tant qu'on a besoin de s'asseoir, ça va. Ok. Alors, sinon, en levant la main, ça me paraissait être un bon plan, oui. Ok. Si quelqu'un est contre. Tout va bien? Peut-être dans l'ordre. Attends, tu veux une prise de parole? Mais t'as le droit de t'asseoir. Ouais, c'est vivant. Peut-être dans l'ordre, si jamais on réagit plus à plusieurs sur les mêmes thématiques, on lève la main et on se dit, on se met un ordre pour qu'il n'y ait pas de parole lésée et qu'on soit d'accord que tous celles et ceux qui ont levé la main puissent avoir à un moment donné accès à la parole, ne serait-ce qu'un petit peu. Des objections, des apports, Bernard? Je crois avoir vu sur un des stands à côté un petit stock de post-it. Je pense que vous pourriez aller leur en taxer pour faire l'ordre de priorité. C'est une bonne idée. Alors, moi, je trouve que l'idée est intéressante. Un outil en plus n'est pas un outil en trop. Je ne suis pas certain qu'on ait le temps et la possibilité de l'utiliser, mais allons-y, pourquoi pas. Alors moi je prends la parole pour dire que tout simplement les post-it c'est bien, ça fait clic et tout, mais en fait ça marche pas. Ils me l'ont collé au boulot le principe des post-it et au début c'était très drôle, on bougeait les post-it et tout, et puis là ça n'amuse plus personne en fait, et plus personne n'y touche au post-it. Alors j'ai deux propositions. La première, c'est de dire qu'on pourrait utiliser notre ressource commune pour justement discuter d'exemples de communs que nous aurions en tête ou de questionnements sur est-ce que ceci est un commun. Je proposais ça à la communauté. Voilà ma première proposition. Est-ce que vous l'accepteriez? Ouais. La deuxième proposition que j'ai, c'est un outil, en plus du lever de la main, c'est que quand quelqu'un a fini de prendre la parole aussi, voilà, plutôt que de rester sur la scène pour l'occuper, on peut aussi laisser l'espace, c'est-à-dire clocher le micro et aller s'asseoir.
Est-ce que ça vous convient? En gros, le micro, c'est le bâton de parole, quoi. Un peu? Ça vous convient? Ah oui, aussitôt dit, aussitôt fait, évidemment. Alors moi, j'ai un truc, alors on est tous les deux, on a une particularité avec Willou, c'est qu'on a écrit tous les deux des bouquins et qu'on les a tous les deux mis dans le domaine public, c'est-à-dire en CC0, Creative Commons 0. Et il y a un truc qu'on m'a beaucoup dit, et j'aimerais qu'on en parle, c'est une super idée ton truc, mais tu devrais le protéger parce qu'on va te le piquer. Et voilà, et pour moi, l'idée, le truc qui est dans l'air, c'est un commun, c'est quelque chose qui se partage. J'aimerais bien que vous donniez un avis là-dessus. Il y a un espace aussi qui est disponible. Il y a un espace disponible. Tu as levé la main. Ouais, ça pose la question de la culture. Est-ce que la culture c'est une propriété ou est-ce qu'on considère que, ou alors propriété de tout le monde et justement de la communauté? À la base, je donne mon avis personnel. Pour moi, si la personne, le créateur, la créatrice choisit de mettre en commun, à partir de ce moment-là, ça appartient à tout le monde. Et c'est un échange, c'est un partage. Donc en soi, la menace du on va te le piquer, c'est un choix que le créateur fait lui-même à la base. Une fois que les personnes à l'extérieur disent on va te le piquer, j'ai fait le choix de le mettre en partage libre. C'est une façon de faire vivre cette création-là aussi, je pense. Je pense que c'est aussi un choix de création. Peut-être qu'il y a des choix de création où c'est très très personnel et très très public. Mais c'est une démarche créatrice aussi, ça en fait partie pour moi. Alors je parle de démarche artistique, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre idée. Ça pourrait être un truc, quand c'est pas un procédé technique. J'ai pas dit artistique, j'ai dit créatrice. Il me semble que j'avais levé la main. Je l'avais. Pour dire ça. Ah, autant pour moi. Alors, moi je suis libraire et en ce moment je vends le livre Ingénieur de la thermodynamique. Donc autant vous dire que c'est pas du tout un truc artistique, mais ça a été écrit par un prof qui a mis son livre en format numérique que vous pouvez télécharger gratuitement librement sur le site de Framasoft. Voilà. Et donc on n'a pas besoin de faire des œuvres artistiques pour les partager au public et aux étudiants. Il y a une autre place de disponible si jamais quelqu'un veut acheter. Sur cette question-là aussi, du coup, je peux se poser la question de la propriété en quelque sorte. Parce que si du coup le bonhomme a mis son livre en ligne et que du coup c'est un domaine public, c'est que quelque part aussi il a pu se le permettre. Quelque part son travail, il peut se permettre de mettre son travail à disposition sans que lui, on va dire, en soit lésé. Parce qu'on peut se retrouver aussi dans une situation, imaginons, où on fournit un travail qu'on donne du coup à la communauté en fait. Mais si on donne le travail et que derrière, on a donné le travail mais qu'on ne peut plus fournir ce travail-là puisqu'on est dans l'incapacité de le faire, soit matériel, soit juste matériel en fait. Imaginons qu'on a travaillé mais qu'on n'a pas de moyens en fait de gagner. Je vais recommencer. Ce bonhomme, j'imagine c'est un chercheur, un prof, et il est déjà payé en fait pour en quelque sorte faire de la recherche, enseigner, ce genre de choses. Il peut se permettre dans sa démarche de mettre en commun le fruit de ses recherches en fait, parce que c'est un prof quelque part, ça fait partie de sa démarche aussi de partager ce genre de savoir. Et après c'est la question dans d'autres cas de figure, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place sans tomber du coup dans moi il faut quand même le protéger parce que justement c'est important et on va me le piquer et après j'aurai plus rien. Alors justement oui, pour moi c'est exactement ce que tu disais au tout début de ton intervention, c'est le rapport à la propriété. Typiquement, tu as parlé de mes romans que j'ai mis aussi dans le domaine public. Quand j'ai commencé à écrire ces romans, notamment les 2 premiers, j'étais au chômage, avec un chômage en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, donc je vivais avec, mais je ne vivais pas dans le confort, le luxe, voilà, vous imaginez bien. Et le chômage est un temps limité, hein, évidemment. Donc voilà, et pourtant, mon rapport à la propriété, mon rapport à mes œuvres, a fait que, évidemment, mes œuvres étaient libres, étaient communes. Ça, c'était important, si tu veux. Donc, je l'ai transcrit. Et l'avantage, c'est que nous avons le droit d'auteur en France, qui fait partie des lois de la propriété littéraire et artistique, sur le code de la propriété intellectuelle, exactement.
Et le droit d'auteur a été hacké par des juristes qui ont créé des licences libres, notamment on connaît les Creative Commons, c'est une des licences que j'ai utilisées, voilà, et qui m'a permis d'exprimer mon rapport à la propriété de mes œuvres, qui n'avait pas de rapport avec mes moyens, parce que franchement, j'aurais pu gagner peut-être plus d'argent en essayant d'exploiter la ressource que j'avais produite autrement, mais ça n'était pas important, parce que pour moi, ce n'était pas ma démarche de gagner de l'argent, ma démarche c'était de partager mon commun. Et donc voilà, donc du coup, mon rapport à la propriété a pu s'exprimer. Je fais juste une micro-parenthèse technique, je vois que des personnes nous ont rejointes. Nous avons non mais c'est juste pour vous informer, et on devra le faire régulièrement suivant les personnes qui nous rejoignent. Nous avons décidé que cette conférence était un commun, c'est-à-dire que ce temps et cette attention que nous avons ensemble est une ressource commune. La communauté, c'est nous, les personnes qui sommes là, et les règles que nous sommes fixées, c'est que quiconque veut intervenir lève la main, et c'est dans l'ordre des personnes qui ont levé la main, que lorsque on a fini d'intervenir, on peut laisser le micro et donc la place disponible. La dernière personne qui a levé la main vient donc prendre la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme règle? Ah oui, et on se place ici et on parle dans le micro, parce qu'il y a la caméra, il y a une captation vidéo, donc ça sera sur Internet. Voilà. Alors, pour en revenir à mon prof, effectivement, comme c'est un prof, il a les moyens d'eux, il n'a pas fait ça pour lui, il a fait ça pour ses élèves qui, eux, n'ont pas de moyens. Dans tout leur bouquin, ça coûte entre 60 et 120 euros. Ben, celui-là, il coûte 29 euros format papier et il coûte 0 euros format numérique. Donc tu vois, il n'a pas fait ça pour lui, pour rentabiliser quoi que ce soit, parce que comme tu dis, il a les moyens. Il a fait ça pour transmettre son savoir sans ruiner ses élèves. Et c'est là où je me dis que ce mec-là, il a compris ce que c'était que les communs, parce que tout le monde va pouvoir le partager sans se ruiner. Tout le monde va avoir accès à cette science-là sans être obligé de passer par la case argent. Après, j'ai pas vu de main à lever, donc... Allez, du coup, là, on a parlé justement de commun où il n'y a pas d'intention commerciale, ou en tout cas pas extrêmement poussée, ou alors une démarche justement de ne pas, commercialement, ne pas ruiner l'audience. Est-ce que dans la communauté, là, il y aurait un exemple d'échange commercial, de commun qui est un échange commercial? Je suis sûr que vous en connaissez un, en fait. Allez, quelque chose d'autogéré dans la nourriture, par exemple. Les AMAP, par exemple. Oui, est-ce que tu veux bien te présenter? Les AMAP, ce que c'est? Ou c'est pas confortable? Je ne sais pas si je réussirais bien à les présenter, en fait. Expérimentons? Ouais. En fait, c'est une association en fait, qui regroupe en général des producteurs locaux, donc il y en a un peu partout. C'est un réseau en fait, de producteurs locaux en fait, pour un point de chute à un endroit donné. Et en fait, nous, ça nous permet en tant que ça nous permet de s'inscrire à la MAP, du coup de faire son choix en fait avec ce que les producteurs locaux font, quoi. Et ensuite, en fait, pour les producteurs, d'aller déposer leur production au point de chute et nous de les récupérer. Et du coup, c'est à peu près ça. C'est ça. Après, il y a ça, mais je sais de quoi tu parles aussi. Je pense que tu parles aussi de la ruche qui dit oui, qui n'est pas vraiment une AMAP, qui se fait aussi pas mal critiquer, mais qui peut être une bonne alternative, mais comme dans tout partage et comme dans tout commun, il faut regarder attentivement, parce que comme c'est local, regarder dans le local qu'on a, est-ce que ça respecte les règles que nous on cherche. En fait, c'est l'éthique qu'on cherche dans ce genre de partage commun. C'est vrai que la ruche qui dit oui, il y a eu quelques petites critiques, mais ça dépend vraiment du lieu, j'ai l'impression. Et c'est qu'effectivement, il y a une chose commerciale. La ruche qui dit oui, en effet, est une espèce d'entreprise, en fait. Néanmoins, les AMAP, il y a aussi des associations, et parfois, donc la ressource là, c'est la nourriture qui est créée, la communauté, c'est l'ensemble des producteurs et des consommateurs qui sont en circuit court et direct, et parfois dans les règles du commun AMAP, il y a aussi le fait du panier qu'on prend, c'est-à-dire qu'on décide non pas d'acheter cette semaine 2 salades et 3 choux, et la semaine prochaine 50 kg de patates, on décide chaque semaine d'avoir un panier qui est conçu en général pour 1, 2, 3, 4 personnes, etc.
et on ne sait pas ce que l'on aura dans son panier, mais c'est un panier de légumes pour la semaine pour X personnes. Et le principe de ce panier, c'est aussi un soutien aux producteurs et aux productrices, qui fait que à la fois les jours où il n'y a pas grand chose, chacun aura un petit panier parce que la terre a peu produit cette semaine ou quoi au caisse. Et les jours où il y a grande abondance, ou les saisons aussi qui peuvent différer, eh bien on aura un panier plus abondant, mais on reste constant dans notre prix, dans ce que l'on donne aux producteurs, ce qui leur permet eux d'avoir quelque chose de constant. Et la règle pour les producteurs, c'est de proposer finalement un tarif équitable. Là, circuit court définition, circuit court en fait, c'est ce qu'on appelle du producteur au consommateur directement, sans passer forcément par de gros réseaux et des enchaînements de distribution, de diffusion, etc. Plus via d'intermédiaires, en fait, et plus à chaque intermédiaire prenant sa part, cela veut dire que soit c'est le consommateur final qui va payer plus pour que chacun prenne sa part, soit, c'est malheureusement en général ce qui arrive, c'est le producteur qui va devoir baisser ses prix pour que, oui en général c'est les deux évidemment, hein, pour que le prix reste acceptable au niveau de la consommation et que les intermédiaires prennent leur part. Voilà. Vous avez d'autres exemples de communs qui vous viennent à l'esprit, ou des questions de tiens, est-ce que ça c'est un commun ou pas, est-ce que... Moi j'en ai, mais... allez, tiens, je sais pas moi, là j'en pense au niveau fric. Est-ce que l'argent pourrait être un commun? Alors, pour moi, là, c'est une règle qui me semble hyper importante. Il n'y a pas d'obligation de participer au temps de parole. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Voilà, merci. Il y a les monnaies locales qui existent, comme le nom l'indique, c'est des monnaies qui sont vraiment sur une zone géographique assez restreinte pour justement encourager tout ce qui est le commerce local, donc ça peut être les producteurs. Je vous donne un exemple dans notre quartier, nous on est à Lyon, donc c'est la Gonette, qui est sur toute l'agglomération lyonnaise, et dans notre quartier on a pas mal de commerçants qui utilisent la Gonette, qui peuvent soit être des banques, entre guillemets, à Gonette, parce que tous les commerçants ne sont pas forcément à même de donner la monnaie en quantité, en général c'est par tranche de 50 €, ce genre de choses. Une gonette égale 1 €, la monnaie. Et on peut s'en servir, mais uniquement chez les commerçants qui acceptent la gonette. Et comme ça, c'est un circuit court et ça permet de faire vivre les commerçants de la zone donnée. Donc par exemple, le caviste en bas de chez nous, au lieu d'aller acheter notre bouteille de vin au supermarché du coin qui n'utilise pas la gonette, on peut acheter notre bouteille de vin chez le caviste local. Ça permet de faire tourner son commerce et ça permet aussi de découvrir toutes les personnes qu'il y a dans le quartier, et au final il y en a beaucoup. Et eux ils vivent mieux et nous on découvre bien, donc tout le monde est bien. Je suis resté assis, j'ai levé la main parce que, et du coup viens t'asseoir ensuite. Voilà. Parce que en complément aussi, dans ces règles de monnaie locale qui sont dites aussi des monnaies complémentaires, c'est-à-dire ça ne remplace pas l'euro, c'est en complément. Parce que, évidemment, tu ne vas pas avoir tous tes commerçants locaux ou tous tes besoins qui vont être satisfaits par la gonette, par exemple. Donc, tu vas avoir d'autres besoins que tu vas satisfaire avec l'euro. Il peut y avoir aussi des règles, par exemple, de dévaluation volontaire de la monnaie. C'est-à-dire que ta gonette, plus genre je l'ai prise en janvier, eh bien en mars, elle vaudra moins d'euros, en fait, afin de se pousser à faire circuler cet argent plus rapidement, et donc à ne pas thésauriser l'argent, à ne pas capitaliser cette monnaie, puisque c'est une monnaie qui est volontairement, là dans ce cas-là, cette règle-là voudrait dire que c'est une monnaie qui est d'échange et non pas de capitalisation. Le but n'est pas d'en avoir plein, le but est de faire circuler et de favoriser les échanges locaux. Du coup, je ne vais pas rebondir là-dessus parce que c'est à peu près ça aussi que je voulais rajouter. Ah merde, je suis désolé. Alors je fais un complément à l'ouverture. Désolé, hein, mais voilà. Il y a aussi des monnaies libres qui existent. Des monnaies libres, alors je vais prendre l'exemple de Dunitaire, hein, vous pourrez aller sur dunitaire.fr pour vous renseigner. Je fais partie du réseau Dunitaire et voilà, je trouve ce projet vraiment enthousiasmant. Donc là, on est sur une crypto-monnaie. Crypto-monnaie Bitcoin. Vous voyez,
C'est-à-dire que c'est une monnaie qui est totalement sécurisée par le fait qu'il y ait un chiffrement extrêmement fort, hein, c'est ce qu'on appelle le blockchain, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, voilà, et surtout qui est aussi créé, enfin la banque est en pair à pair, décentralisée. Personne n'est la banque, personne n'a toutes les informations, donc personne n'a le pouvoir sur les échanges. C'est un livre de compte, hein, en fait, dans les échanges. Le livre de compte, il est chiffré entre toutes les personnes du réseau, comme ça, et chacun a un petit bout du livre de compte. Donc, ce qui veut dire que si je veux hacker ce livre de compte pour dire que j'ai 1 million de G1, la monnaie, hein, voilà, si je veux hacker ça, il faut que je hack, alors que c'est méga chiffré, 50% des personnes plus une. Donc, plus vous sont nombreux, plus c'est sécurisé. Voilà. Ça, c'est la première chose. Crypto-monnaie. Évidemment, basé sur du logiciel libre. Ça respecte votre liberté numérique, si vous voulez savoir ce que c'est, on est là-bas. J'en ai parlé beaucoup durant le week-end, je ne vais pas revenir sur la question. Et c'est une monnaie qui n'est pas créée comme le bitcoin du minage. Hein. Le bitcoin, c'est comme de l'or. L'or, quand on a décidé que l'or était la monnaie, les premières personnes étaient vachement favorisées. Elles se baissaient, il y avait une pépite d'or. Donc elles étaient riches. Et maintenant que tout le monde est allé chercher de l'or, il faut avoir énormément de moyens pour aller miner de l'or au plus profond des grottes et d'avoir 3 fois rien. Donc en fait, les générations futures, elles ont vachement moins de chance. Parce que les premières personnes, c'est cool, mais les générations 2, 3, 4 générations, eh ben, c'est les premières personnes qui ont tout le pognon. Voilà. Ça, c'est les monnaies or. L'argent sur lequel nous vivons actuellement s'appelle de l'argent dette. Et structurellement, là aussi, je ne vais pas détailler, hein, mais c'est comme ça qu'on crée. Pareil, les premiers arrivés, les premiers servis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos générations, on l'a un peu dans l'œuf. Voilà. Or, là, la monnaie n'est pas créée comme ça. Elle est créée selon la théorie relative de la monnaie. Et le but, c'est que ce soit une monnaie équitable sur le temps et les générations. Donc en fait, la monnaie est créée suivant combien il y a d'argent dans le réseau, parce qu'il en faut plus pour réaliser les échanges, donc on va en créer plus. Sur combien il y a de personnes dans le réseau, parce que c'est ça aussi qui permet de déterminer quels échanges il y a besoin, et sur la durée de vie moyenne des personnes du réseau. Et c'est une équation mathématique, hein, ça est hyper théorisé tout ça, et en calculant ça, c'est une monnaie qui sera équitable ad vitam aeternam. C'est théorisé comme ça. Et comment est distribuée cette création monétaire? Par dividende universelle. Chaque membre du réseau, une personne identifiée et unique, recevra sa part de la création monétaire. Quand on a dit, tiens, combien il faut créer? Ben là, il faut créer 10 000, on est 10, chacun reçoit 10. Voilà. Donc ça, c'est le principe unitaire basculaire. Alors, pour rappel, parce que j'avais une question pour toi. Du coup, comment ça marche quand ton réseau il aura 50 ans? Comment il y aura, j'imagine, une masse d'argent qui sera monstrueuse, parce que les gens vont commencer à arriver sur le réseau. Et continuer d'arriver sur le réseau, il y aura beaucoup de monde, donc il y aura une énorme masse d'argent. Et dans 50 ans, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui vont commencer à mourir, mais que leur argent ne va pas disparaître. Alors, est-ce qu'on ne va pas arriver dans un phénomène où il y aura une super inflation, quelque chose comme ça? Enfin, j'ai du mal à m'en présenter. Alors là, le problème, c'est qu'on rentre dans un truc qui est à la fois difficile à expliquer, à aborder, c'est qu'on parle d'une monnaie relative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu crées ton compte et que tu deviens membre du réseau, où il y a des étapes et des règles, j'en parle pas ici maintenant, si tu crées ton compte et que tu deviens membre du réseau, le dividende universel est à peu près de 10 G1 par jour. Voilà. Et donc on va calculer entre nous que 10 G1, pour nous, ça va représenter peut-être 10 euros, imaginez. D'accord? Voilà. Sauf que quand on sera 50 ans plus tard, 10 G1, ça fera peut-être 10 centimes d'euros. Sauf que ça, c'est 10 G1. Mais 50 ans plus tard, quand 10 G1, ce sera 10 centimes d'euros, le dividende universel ne sera pas de 10, il sera de 10 000. Enfin, il sera proportionnel. C'est pour ça que c'est tout le temps constant. Sauf que dans ces cas-là, il ne faut plus parler en G1, les prix exactement en G1, mais les prix en dividende universel, en part de dividende universel. Et en fait, c'est exactement comme le prix au kilo, c'est un prix relatif. C'est un prix en fonction du kilo. Et là, tu vas faire des prix un peu en fonction du dividende universel, c'est relatif. Si je comprends bien, en fait, dans l'idée, on ne peut pas garder de l'argent longtemps, donc le but c'est que ça circule le plus possible. Alors, non, pas sur le unitaire, pas sur le projet-là. D'accord. Il n'y a
pas de dévaluation volontaire de la monnaie dans les règles. Dans l'idée où tu disais que plus tard ça vaudrait moins cher en ayant plus. Non, il faudra en avoir plus pour avoir la même valeur. Ouais. C'est-à-dire que dans le temps, en fait, si on garde notre argent, il n'y a pas. Je comprends pas. S'il n'y a pas de dévaluation, comment ça. Si moi je garde mon argent que j'avais au tout début, dans 10 ans, je vais être super riche en fait. Dans 20 ans ou dans 30 ans. Non, parce que plus il y a de monde et plus ça avance, et plus le dividende que tu reçois est grand. C'est-à-dire que maintenant tu reçois 10 chaque jour, et dans 50 ans tu reçois 1000 chaque jour. Donc en fait, mathématiquement, ce que cela crée, c'est que tu as un seuil de richesse, un seuil médian que tout le monde atteint à 40 ans. Ça a été calculé, hein. Vraiment, 40 ans parce que c'est la moitié de l'espérance de vie pour notre population. Voilà. Et donc à 40 ans, tout le monde atteint le même seuil de richesse. Après, en effet, si tu as fait plus d'échanges en ta faveur, tu seras un peu plus au-dessus de cette médiane. Si tu as fait plus d'échanges à ton débit, eh ben, tu seras en dessous. Plaisir. Je ne peux pas représenter des réseaux militaires, pour on est d'accord, j'aborde tout ça, donc c'est un exercice pour moi. Mais voilà, là on a vraiment l'exemple d'un commun qui a été hyper structurellement pensé, avec des règles très très fortes, très très puissantes, qui sont, encore une fois, modulables, mais c'est vraiment... Du coup, vous avez d'autres idées? Tu as envie de partir? C'est libre, forcément pas les deux. Vous avez d'autres idées de comment... Ah, je vois qu'il y a quand même de nouvelles têtes, dont toi. L'idée, c'est que cette conférence est un temps commun, d'accord? Donc n'importe qui peut prendre la parole. On est sur la thématique des communs. N'hésite pas à demander un point vocabulaire si tu veux, on peut même se voir à part. Donc la ressource, c'est le temps et l'attention que nous avons ensemble. La communauté, c'est nous. Et les règles qu'on a dit, c'est qu'on se met dans le champ de la caméra et dans les micros, attention, ce sera diffusé sur Internet, hein, sur les différences, on lève la main quand on veut parler, et qu'on prend le micro libre, et que quand on a fini de parler, on libère la place du micro. Voilà. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que l'espace public, les bancs, les trottoirs, ça, peuvent être considérés comme des biens communs? Bon, alors je pense que je suis de fait animateur de la conversation. Ok, il n'y a pas de souci, ça se voit de fait. Ne l'établissons pas comme une règle, mais comme un outil. Ça vous va? Ok. Vous êtes les bienvenus si vous voulez discuter. Donc en fait, est-ce que l'espace public peut être considéré comme un commun? Moi je pense que si on le souhaite, oui. Et voire même c'est la démarche qui a été initiée par des expérimentations comme les Nuits debout. Nuits debout, nous prenons l'espace public, nous l'investissons en commun. La communauté, c'est les personnes qui souhaitent venir dans l'espace public. Et Nuits debout, très vite, a commencé à s'instaurer tout un tas de règles. Voilà. Pour gérer cette ressource commune qui était l'espace public. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Néanmoins, ça veut dire qu'une communauté investit l'espace commun, voilà, et le prend comme un commun. Et ça veut dire aussi, qu'il faut avoir cette démarche. Parce que sans ça, l'espace public, je ne sais pas, moi quand je me balade le soir, la nuit, dans le centre-ville de Toulouse, je vois, pareil, c'est un exemple tout bête, hein, je vois beaucoup de mecs qui sont à l'aise, qui échangent, qui machin, qui trucs, qui sont vraiment posés, qui investissent l'espace commun, qui parlent fort et tout ça. Et je vois vachement moins de meufs qui sont vachement plus en train de traverser, qui sont vachement plus en train de... ou qui sont chez elles. Oui. Il y a une association, Jean Béville, qui s'occupe justement de ça. Elles font, mais j'ai rencontré surtout les deux fondatrices, qui font un super boulot, qui parlent justement, il y a les marches exploratoires, elles n'aiment pas du tout parler de ça, parce que les marches exploratoires ont été mises en place par le gouvernement ou par certains ministères ou secrétariats, pour justement que les femmes en particulier se réapproprient des espaces communs, que ça devienne vraiment des espaces communs. Malheureusement, c'est dans une optique de ok c'est commun, ok vous n'êtes pas vraiment dedans,
Les femmes, comme d'habitude, hein, on va faire appel à vous pour régler les problèmes et elles n'ont pas du tout apprécié ça, ce côté. On est en commun justement, donc tout le monde devrait pouvoir faire ces marches-là pour pouvoir discuter des problèmes et ça ne devrait pas toujours être les mêmes personnes qui arrivent pour dire ça va pas, ça va pas. D'autant que là en plus on parle des personnes aisées. Mais oui, ça pose la question de l'espace commun, effectivement. Est-ce que les espaces communs, quand ça a été créé par une communauté dominante à un certain moment, c'est plus vraiment un espace commun de mon point de vue, en tout cas du point de vue de femmes en ville le soir, c'est pas vraiment un espace commun de ce côté-là. Après, la question se pose, et comment faire en sorte que ça redevienne un? Est-ce qu'il faut tout réinventer? Est-ce qu'il faut adapter? Il y a plusieurs villes qui se posent la question, notamment des bancs spéciaux pour allaiter, pour l'allaitement dans certaines villes, à New York il me semble, où là les femmes qui allaitent leurs enfants peuvent se poser et elles vont sans être normalement mises à partie par tout le monde. Il y a tout ce genre d'espace. On peut aussi parler d'accès aux personnes atteintes d'un handicap pour se déplacer par exemple. Mais ça, effectivement, il faut faire appel aux personnes qui sont lésées, mais je pense qu'il ne faut pas les isoler dans c'est les personnes qui sont lésées. Ça devrait être une discussion commune, justement, entre tout le monde, parce qu'on est tous là, quoi. On est tous des usagers et usagères. Pour information, dernière intervention, et après, il y a une autre conférence qui se fera, donc on fera une conclusion. Pour rebondir, du coup, je pense que ça peut pas le même problème qu'on a ici. Quand on veut essayer de parler tous ensemble, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On arrive et tout, on nous tend un micro, on nous fait venir, vous pouvez parler, nous on est là, ouais, non, je sais pas trop. Dans la rue, c'est le même problème en fait, on sait pas tout ce qu'on peut faire dans la rue, alors pourtant ça devrait être autorisé. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous tend un micro, il nous dit bah, venez, nous on arrive, on hésite. Dans la rue, il faudrait faire la même chose, il faudrait des initiatives pour qu'on puisse aller dans la rue. Alors comment faire? Après, on peut imaginer plein de solutions, je sais pas. Des périodes comme tu parlais de lieux spécifiques pour les femmes, on pourrait imaginer même des périodes, un peu genre une semaine, où des lieux communs sont vraiment consacrés aux femmes, et après, ce qu'on dit sûrement, tiens c'est marrant, on peut le faire et tout, pourquoi on le fait pas tout le temps, c'est une idée comme une autre, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, mais il faut initier, il faut montrer aux gens qui peuvent le faire. Ok, écoutez, moi je tiens vraiment à vous remercier. Je pense que la discussion peut toujours se perpétuer. On peut la proposer à un forum IRL, venez au village du livre. On peut vraiment perpétuer la discussion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je tiens vraiment à vous remercier parce que on a proposé une expérimentation et elle était cool quoi. J'ai pas vu, mais c'était bien classe, quoi, ça a bien fonctionné. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir la vidéo de ça au calme et de voir voilà. C'est pas grave, moi je m'en fous. Ce sera une vidéo expérimentale aussi. Du coup, voilà. Anyway, donc voilà, je tiens à vous remercier. On va refermer cet espace commun, mais on a plein d'autres espaces communs qu'on peut créer, qu'on peut faire. Ta conférence, Naïla, là, qui enchaîne, c'est quoi? Là, c'est les rêves ne sont pas une illusion, c'est-à-dire, c'était un petit peu la phrase qu'on a dit. C'est la mienne. C'est la mienne. Alors, les rêves ne sont pas une illusion, et tu disais, excuse-moi du coup. Je vais en parler après. Parfait. Notre festival, c'est pas calmer l'événementiel, c'est une réflexion tout au long de l'année. Ok. Je vais pas trop m'en faire. Ça va être trop bien, j'en suis sûr. Merci tout le monde.